Parce que tu vois, dans les médias mainstream, tu peux jamais faire de réponse longue. Tu sais, le principe, c'est de te mettre seul face à je sais pas combien d'interlocuteurs et de t'empêcher de construire un raisonnement. C'est vraiment fait pour ça, c'est scientifique. Moi, mon principe, effectivement, c'est de construire un raisonnement étape par étape avec ce qu'on appelle les médiations, ce qui est empêché par comment dirais-je, la fonction même de l'émission de télévision moyenne, quoi. Et je me rappelle déjà quand j'allais chez Ardisson à l'époque, je parlais vite, je me dépêchais, parce que moi, je m'adressais aux téléspectateurs, pas du tout aux gens autour de moi, et j'essayais, et il y avait toujours un Baffy pour faire des vannes, tu sais, pour te couper, tu vois. Et c'est pensé comme ça, hein. C'est fait pour. Hein. Ben moi, j'ai démontré, et par France 2 et par Arte, à quel point ils étaient capables. France 2, ils censurent, mais Arte, ils ont remonté le truc pour me faire dire le contraire de ce que je disais. On peut faire dire tout et... Ah bah, moi, je me rappelle le génie de Ardisson, c'est qu'on tournait le jeudi, après c'était monté, et puis ça a été diffusé le samedi. Et tout était toujours monté. Et Ardisson, bon, qui m'a jamais trahi à l'époque où il m'invitait, mais était capable quand même par le montage de régler des problèmes par rapport à la direction de la chaîne qui l'intimait, et des fois même de refaire le montage. Et moi, j'ai ma carte de réalisateur de court-métrage et de long, puisque j'ai fait des films, et je sais très bien qu'on peut tout faire au montage. Tout. Comment vous êtes passé des plateaux TV justement pour parler des femmes, de la dynamique des relations entre les hommes et les femmes? Comment vous passez de ça à demandeur d'asile dans le pays probablement le plus détesté de l'Occident? Eh ben, la médiation, ça s'appelle la question de la défense des minorités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est mis en place en France une segmentation de marché par le communautarisme, et le communautarisme est plus précisément victimaire. Donc tout à coup, on s'est mis à dire que les femmes étaient une communauté victimisée, et les homosexuels ont fait la même chose avec la mise en place du mouvement gay qui a accompagné le Parti socialiste. Et moi, assez rapidement, il me semble que j'ai pris conscience que cette segmentation de la population française en minorités persécutées était en fait une stratégie pour trahir la majorité. C'est le premier constat. Hein. Donc j'ai commencé effectivement, quand je parlais des femmes, c'était une critique du féminisme, puisque le féminisme, c'est déjà l'idée, on va dire, de remplacer la lutte des sexes, de remplacer la lutte des classes par la lutte des sexes, et de dire, voilà, les femmes sont une catégorie opprimée que la société doit protéger et défendre. Et tout ça s'inscrit au début des années 80, où paradoxalement les socialistes prennent le pouvoir politique et en fait trahissent la question sociale au profit de la question sociétale. Et pour moi, le premier marqueur de ce glissement du social au sociétal, c'est non plus la défense des travailleurs exploités, dans une lecture, on va dire, marxiste, Capital Travail, mais la défense des femmes comme minorité opprimée, ce qui pour moi est un abus, puisque effectivement les femmes n'échappent pas à la structuration de classe. Hein. La situation de la bourgeoise n'est pas la même chose que la situation de sa femme de ménage. Donc je commence par faire ce genre de remarques amusantes et paradoxales pour faire prendre conscience qu'on est en train, alors que c'est la gauche qui est au pouvoir, de trahir la gauche sociale en mettant en place une stratégie gauche sociétale. Alors évidemment, c'est d'abord une interprétation très réductrice du féminisme, parce qu'il peut y en avoir une plus légitime et plus sérieuse. Et puis derrière, il y a le mouvement gay. Donc je dis, voilà, se faire enculer n'est pas une activité productive, c'est une activité de loisir. Donc je m'amuse à ce genre de punchline qui marche bien et qui sont autorisés à l'époque. Et quand je dis ce genre de choses, les homosexuels aussi ne transcendent pas comment dirais-je, les oppositions de classe. Je veux dire, un PD bourgeois mondain n'a pas les mêmes problèmes dans la vie qu'un PD populaire, prolétaire. Enfin, voilà, c'est des remarques. Je dis à chaque fois, tout ça, c'est pour occulter comment dirais-je, le déterminant social. Et d'ailleurs, très vite, je prends les chiennes de garde dans la gueule, comme par hasard, qui s'organisent à ce moment-là. Après, je prends Act Up dans la gueule, qui essaye de faire du sida une sorte de Shoah des homosexuels. Et très vite, d'ailleurs, je réfléchis et je me dis, la matrice du communautarisme victimaire,
dont tout le monde réclame la jurisprudence, c'est la communauté juive, qui, avec la Shoah, qui explose dans les médias à partir des années 80, c'est un terme qui n'existait même pas dans les années 70. On parlait d'Holocauste. Rappelons que la Shoah est une invention française, c'est le film de Claude Lanzmann, et qu'on passe d'une notion religieuse de châtiment divin à quelque chose qui veut dire catastrophe, c'est-à-dire de quelque chose d'inexplicable. On est sur cette idée que c'est une catastrophe inexplicable, et surtout qui fait des Juifs une minorité opprimée qui ont droit à des, comment dirais-je, avec toujours cette idée qu'une minorité opprimée a droit, je dirais presque, à des lois d'exception, c'est-à-dire à être plus protégée que les lois qui existent déjà, puisque je rappelle que même si on n'a pas le droit d'agresser un homosexuel, de toute façon, comme on n'a pas le droit d'agresser un individu dans la rue, donc on ne voit pas pourquoi, à un moment donné, il faudrait une surprotection pour certaines catégories qui se présentent comme ayant besoin d'être surprotégées parce qu'ayant un déficit historique, c'est-à-dire les homosexuels, surtout en France où il n'y a jamais eu vraiment de persécution politique grave des homosexuels, d'un seul coup disent « nous avons subi des siècles de persécution, donc nous demandons quelque part des réparations et une forme de discrimination positive ». Pareil pour les nouvelles féministes, tout ça émerge dans les années 80. Mouvement gay, nouveau féminisme médiatique type chienne de garde avec des termes d'ailleurs assez vulgaires. Et puis cette modélisation sur la Shoah, c'est-à-dire la minorité juive qui serait à surprotéger avec toujours le référent à l'hitlérisme et à la collaboration. Et moi, je commence à me rendre compte que ce que réclament toutes ces minorités autoconstituées se modélisent comme la réclamation d'une extension d'un certain privilège sur le communautarisme juif shoatique. Et donc, mon cerveau travaille tout seul, je raisonne, et je fais ce genre de commentaires. Et je suis pas tellement contredit sur ce genre de commentaires, mais je m'attire l'hostilité de ce qu'on appelle la communauté juive organisée, qui commence à se dire... ça se passe d'ailleurs en plusieurs temps. On me dit, vous êtes intelligent, c'est intéressant, mais on préfère quand vous parlez des femmes ou de la drague. Enfin, on me fait des appels du pied. Et puis, ça correspond aussi, il ne faut pas oublier, au durcissement de la situation israélo-palestinienne. Ça correspond à la montée aussi d'une certaine extrême droite israélienne qui prend le pouvoir, faut pas oublier, la tendance Netanyahou. Donc tout ça, on va dire, ça commence en 85 pour moi, cette conscience qui s'exprime. La fin des années 80, les années 90, où faut pas oublier qu'il y a aussi diabolisation des Serbes et destruction de la Yougoslavie, guerre d'Irak, où on fait passer d'un seul coup les Américains poussés par les néoconservateurs, dont le marqueur est également très communautaire, puisque ce sont des anciens trotskistes juifs qui sont passés du mondialisme par le communisme, après le sentiment que l'URSS allait s'effondrer, au mondialisme par la puissance militaire américaine. Voilà. Donc, je me cultive, je comprends tout ça, et au moment du 11 septembre, le post-11 septembre, qui montre du doigt l'Irak qui n'y est pour rien, se met en place une campagne de diabolisation du monde musulman où on prétend se protéger de l'agressivité d'un monde musulman fantasmé comme unifié, alors qu'en réalité, les Américains, dans une logique néoconservatrice, commencent un néocolonialisme, c'est-à-dire agressent et détruisent des régimes politiques, notamment l'Irak pour commencer, dont je découvre en réalité qu'ils sont très hostiles, ce sont des nationalismes arabes très hostiles à Israël, et qu'en réalité, ce calendrier de néocolonial, de destruction de nations arabes présentées comme des dangers de conquérants islamistes correspond aussi à un calendrier qui est le calendrier israélien, ce qu'on appelle la logique déjà du Grand Israël, qui aujourd'hui d'ailleurs l'avoue, mais à l'époque, je comprends que c'est ça qui est en place, et donc je me retrouve de plus en plus critique avec à la fois la communauté juive organisée sur la question de la Shoah qui devient, l'étalon moral qui permet de tout juger, alors que quand même la guerre est bientôt finie depuis plus de 70 ans, et qu'il y a quand même d'autres conflits, notamment le conflit proche-oriental et moyen-oriental. Et donc, je me trouve en butte
et avec la communauté juive organisée française sur la notion de Shoah, donc ce qu'on appelle le CRIF, hein, qui d'ailleurs à cette époque-là commence à organiser de manière de plus en plus dominatrice un dîner annuel du CRIF qui prétend être un dîner républicain, alors que c'est une communauté qui représente moins de 1% de la population française, qui dicte sa loi à la République française. On ne sait pas trop au nom de quelle légitimité. Donc tout ça, s'accumule dans ma tête, et je suis quelqu'un qui, au lieu de se dire que c'est dangereux d'en parler, se dit que c'est le sujet dont il faut avoir le courage de parler. Donc plus j'en parle, plus je suis marginalisé. Je suis pas tellement contesté dans mon discours. En fait, je suis plutôt... on m'invite moins. On me fait comprendre que si je veux être invité, il faut que je change de sujet. On m'approche, hein. Donc il y a la carotte et le bâton. Et puis, si je continue, à un moment donné, il y a encore un phénomène très marquant, c'est la rencontre avec Dieudonné, où là, ce travail critique, qui était un travail personnel, devient je dirais presque une sorte d'organisation qui s'appelle la fraternelle du théâtre de la Main d'Or. Et là, j'entre malgré moi dans un combat politique collectif auquel j'ai pas spécialement pensé, mais ça se fait parce qu'en réalité, je pense que ce que je dis est fondé, est raisonnable et moral, et que je ne veux pas me taire, et je ne veux pas, en plus, comme on me menace un peu, on me traite mal, entre guillemets, je me révolte, et ça finit effectivement, si je continue à cette progression, ça finit à la fin à mon commentaire sur le 7 octobre. Il y a quand même le 7 octobre, il y a l'affaire Epstein, c'est quand même des choses qui font sens. Et moi, à force de faire ces commentaires que j'estime absolument nécessaires, je me retrouve multicondamné. Alors au début à la 17e, hein, c'est du droit de la presse, donc pour délit d'opinion. Et puis ça s'aggrave encore, puisque récemment, je me retrouve à la 16e, accusé d'être à la tête de la pieuvre iranienne en France, et je prends une condamnation à 2 ans supplémentaires de prison ferme avec mandat d'arrêt, et où on essaye de me faire passer dans apologie de terrorisme et même soutien au terrorisme, en espérant que le mot terrorisme puisse déclencher, par exemple, Interpol, parce qu'il y a un projet derrière. Donc, avant, là, je suis allé un peu loin. Il y a 5 ans, voyant qu'en France, j'ai accumulé les années de prison à la 17e chambre. Au début, c'est des amendes de plus lourdes, des peines de prison avec sursis. Puis à la fin, c'est des peines de prison fermes qui montent jusqu'à 7 ans. Et là, je suis maintenant à 9 ans. Donc, à un moment donné, comme j'ai la double nationalité franco-suisse, je me réfugie en Suisse, sachant que la Suisse n'extrade pas ses ressortissants. Donc, ça me protège. Je continue mon travail de Suisse, de Lausanne. Et petit à petit, les mêmes qui me persécutent en France demandent aux Suisses de me faire taire. Donc au début, ils refusent. En 2021, les organisations communautaires juives françaises qui sont représentées, notamment dans les 2 cantons francophones, Genève et Lausanne, demandent au procureur de me poursuivre. Il répond qu'il n'y a pas de quoi entrer en matière parce que ça ne concerne pas la Suisse, puisqu'il fallait que je n'ai jamais parlé de personnalité juive suisse. Et moi, vraiment, mon combat, c'est sur la France, et que surtout que j'avais bien dit, quand je suis arrivé en Suisse, que je ne faisais pas de politique en Suisse, que je voulais juste être dans la tradition d'un pays refuge pour les proscrits, et en plus d'être protégé, puisque à la fois je suis un proscrit, et en plus je suis suisse. Ça faisait 2 raisons d'être protégé par la Suisse. Ça a tenu quelques temps. Et puis à un moment donné, quand la communauté juive organisée, qui a un bras en Suisse qui s'appelle la CICAD, n'a pas réussi à se faire obéir, ils ont monté l'opération Grosse Lesbienne, où j'ai été diffamé dans un article de, je sais pas quoi, la Tribune de Genève, je crois, et j'ai commis l'imprudence ou la maladresse, qui est souvent guidée pour moi par un sursaut de refus de la malhonnêteté. J'ai fait une vidéo où je répondais que l'article était mensonger en 3 points. C'est-à-dire que ce n'était pas moi, c'était mon avocat. Ce n'était pas nouveau, ça existait depuis des années, c'était des conférences de formation, et que ce n'était pas en Suisse, mais en Savoie. Donc je disais, voilà. Et puis, incidemment, dans ces vidéos, je disais, la personne qui a écrit cet article n'est pas neutre, puisque c'est une militante queer,
Et à un moment, je dis, à la fin de c'est une vidéo qui dure 11 minutes, il y a quelques secondes où je dis cette grosse lesbienne. Je dis grosse lesbienne. Bon, il se trouve qu'elle est grosse lesbienne, même au sens, comme on dit, d'une grosse personnalité, grosse vedette ou grosse fortune, puisqu'elle est non seulement lesbienne, mais pas au sens privé, elle est militante queer, journaliste, activiste. Donc dans mon esprit, c'est inattaquable. Mais je vois qu'il y a la volonté de m'envoyer au tribunal sur ce terme grosse lesbienne, injure, diffamation, etc. C'est une procédure qui dure plus de 2 ans, qui m'amène jusqu'à ce qu'on appelle le fédéral, qui correspondrait à la cassation, où je prends pour la première fois au monde, en tant qu'intellectuel qui s'est permis juste un commentaire, hein, il n'y a pas d'agression d'aucune sorte, je prends de la prison ferme pour ça, qui est commuée en bracelet électronique, donc je prends 40 jours de bracelet plus une amende. Et je profite d'ailleurs de ces 40 jours pour écrire mon dernier livre qui s'appelle Plus con tu meurs, Texticule 2, où effectivement je dis nous sommes aujourd'hui, à cause de cette dérive qui a commencé dans les années 80 du communautarisme victimaire généralisé, nous sommes en train d'être dans une sorte d'asile de fous à ciel ouvert où plus rien n'a de sens, et dans quelque chose qui ressemble de plus en plus à une dictature qui se met en place pour protéger la démocratie. C'est le paradoxe qu'on vit actuellement. Et donc, si je continue en essayant de rien oublier, cette année, je me rends compte que je suis donc poursuivi pour association de malfaiteurs et soutien au terrorisme iranien. Alors c'est une histoire de 3 personnes, dont 2 que je ne connais pas, et c'est lié à l'histoire des 2 Français qui se sont fait attraper en Iran pour espionnage, avec une logique d'échange, qui d'ailleurs s'est fait récemment. Donc je suis pris dans cette affaire alors que je ne connais même pas ces 2 personnes. On me reproche simplement, dans mon site, dont je suis le directeur de publication de fait, donc responsable devant la loi, d'héberger depuis déjà un assez longtemps une émission de très bonne facture qui s'appelle L'Axe de la Résistance, animée par 2 personnes, dont Youssef Indy, qui donne le point de vue iranien sur le conflit et les tensions proche-orientales. Hein. Voilà, c'est tout. Et pour ça, je me retrouve donc... je sais que le jugement va tomber et que je risque une peine à la 16e. Trividi qui est en train de dire que s'il avait su à quoi ça servait, il n'aurait jamais validé. Donc on sait que c'est Enfin, c'est pénaliser le délit d'opinion, c'est ça que ça veut dire. Après, il faut maîtriser le droit et comprendre, hein, c'est compliqué. Et donc là, je sais que le 26, je vais avoir un jugement qui est rendu. Et ensuite, le 24, je suis convoqué par un procureur pour une histoire de délit routier monté en épingle, où je me suis engueulé avec un automobiliste qui a failli me percuter en prenant un sens interdit volontairement. Et je me retrouve accusé par une dénonciation mensongère de injures, coups et blessures, lésions corporelles, enfin un truc délirant, un piège quoi qui m'est tendu. Et là, je vois le 24, je suis convoqué chez le procureur, et le 26, j'ai la condamnation qui va tomber en France. Et sachant ce calendrier, je me dis là... Et puis j'ai un ami qui me dit, Alain, dans un dîner, puisque le canton de Vaud est quelque chose d'assez restreint, il m'a dit, je dirais pas qui c'est, j'ai participé à un dîner, il y avait un magistrat qui était là et qui se vantait en disant, Soral, il ne sait pas qu'il attend, on va le foutre en tôle très bientôt. Donc je savais, j'étais informé qu'on allait se servir de cet enchaînement de procédures, puisque là il y en a encore une nouvelle qui vient de tomber, alors que ces gens-là savent que je ne suis plus en Suisse, ils me convoquent pour que je ne puisse pas y aller pour émettre un mandat d'arrêt qui est interne à la Suisse. Mais visiblement, les Suisses ont décidé de me châtier violemment pour obéir aux Français. Je vais simplifier ça comme ça. Donc moi, à un moment donné, je me suis dit, le 24, je suis chez le procureur, il faut que ça se passe le mieux possible pour qu'il n'y ait pas une mise en détention ou quelque chose comme ça, parce que c'est quand même à la discrétion du pouvoir. Le 26, j'ai cette condamnation qui va tomber en France, où je suis pratiquement sûr d'être condamné. Et j'ai programmé le 25, dans cette fenêtre de tir, de partir en Russie, sachant que je viens ici depuis 2017, que je dialogue avec des gens ici, et que je me rends bien compte que pour continuer à mener un combat qui n'est même plus un combat de dissidence, mais un combat de résistance par rapport à ces tensions qui montent, notamment dont le marqueur est la guerre d'Ukraine, et la volonté de l'Union européenne de s'investir très profondément dans cette guerre, puisqu'il parle même maintenant, sous prétexte de défendre, d'aller en guerre contre la Russie dans une échéance assez proche. Hein. Van der Leyen, je crois, l'a encore dit, je ne sais pas qui récemment. Donc j'ai conscience que si je veux continuer à mener mon travail critique,
Et compte tenu de ce que sont les médias, c'est-à-dire qu'il y a un avantage, c'est la technologie aujourd'hui, ce travail critique, je ne peux plus le faire de Suisse, je ne peux plus le faire de France, sans doute que je ne peux plus le faire non plus de l'Union européenne, puisque ça serait assez facile de demander mon extradition. Donc je prends la décision de prendre une petite valise, de tout abandonner ce que j'ai en Suisse, où j'étais installé depuis 5 ans, à côté de Lausanne, et je viens à Moscou, où je suis dans cette chambre d'hôtel où tu me découvres, depuis bientôt 2 mois, avec des sorties, puisque j'organise quand même des voyages et des rencontres. Donc je suis un réfugié politique, un proscrit. Ça a tout existé à toutes les époques, à part que avant il fallait quitter l'URSS, tu sais, de la période déclinante de l'Union soviétique en tant qu'intellectuel russe dissident pour aller se réfugier du côté du rideau de fer pour pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, il se passe cette chose intéressante et paradoxale, c'est que pour pouvoir continuer à s'exprimer, il faut passer le rideau de fer de l'autre côté, ce que j'ai fait, et ce qui me permet effectivement de continuer à faire des entretiens et des vidéos grâce à mon ordinateur qui est sur ce bureau, et à continuer à être diffusé, ce qui ne m'empêche pas d'être attaqué, puisque je suis poursuivi encore en Suisse, et en France. En France, à la demande de Nunez, et en Suisse, pour obéir à Nunez. Je suis actuellement poursuivi sur l'affaire Epstein, puisque j'ai sorti sur X. Et X me coûte assez cher, hein. C'est une liberté qui coûte assez cher, parce que Musk te laisse toute liberté de t'exprimer sur X, mais ça n'empêche pas la loi de s'appliquer en France. Ça te protège pas. Et donc là, je suis poursuivi à la demande de Nunez, et en France, et en Suisse, pour avoir dit que l'affaire Epstein nous démontrait que l'Occident était sous la tutelle d'une mafia communautaire, alors je vais pas redire le mot exprès, la communautaire, qui était doublement délinquante sur le plan sexuel et sur le plan financier, et que c'était même d'ailleurs probablement la mafia des mafias. Tu vois. Et pour ça, qui à mon avis est indiscutable d'un point de vue factuel, puisque on sait de quelle communauté est Epstein, on sait par qui il est financé, ce qu'on appelle le méga groupe, qui sont tous de la même communauté, on sait qui est le bénéficiaire de cette organisation de compromat au niveau mondial, on le sait, c'est le Mossad. Donc l'évidence de cette organisation communautaire ne fait aucun doute, mais le dire m'envoie au tribunal en France et en Suisse. Je suis d'ailleurs jusqu'à présent la seule personne poursuivie dans l'affaire Epstein en France, c'est moi. Jacques Lang, lui, bénéficie d'une protection policière et s'est barré à Marrakech. Donc on vit dans un monde, comme le dit d'ailleurs Poutine, un monde inversé, quoi, qui peut faire rire, mais qui en réalité, pour moi, effectivement, m'oblige à vivre comme un réfugié ici, à tout abandonner pour pouvoir simplement continuer à faire mon travail, que j'estime être un travail de journaliste, hein, pratiquement. Je fais mon travail on appelle ça, je crois, le terme le plus classique, c'est publiciste. Un homme qui intervient dans le débat public. Et j'estime que je me fonde sur 2 piliers, la raison et la morale. C'est-à-dire que j'essaye de rester conforme aux valeurs qui sont censées être celles qu'on nous a inculquées dans la petite école où j'ai commencé, où il y avait marqué liberté, égalité, fraternité. Et je découvre que par d'une lente dérive qui accompagne ma vie, puisqu'en fait, il se trouve que je suis né en 58. J'ai atteint, je dirais, une certaine maturité intellectuelle et politique au début on va dire en 85, pour pas être prétentieux, c'est-à-dire j'avais 27 ans, et je vis depuis, il se trouve que c'est toute ma vie, cette lente dérive d'un monde, on va dire occidental, qui inverse progressivement toutes ces valeurs, hein, c'est-à-dire on passe de la liberté au totalitarisme, on passe de la démocratie à la dictature, et tout ça avec un habillage très pervers et très subtil que je décrypte. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que mon travail est relativement respecté et apprécié, parce que c'est pas évident de décrypter cette façon très raffinée qu'un groupe de gens arrive au sommet de la hiérarchie de notre monde, un monde qui est dicté, soi-disant, dont les piliers sont l'antiracisme et l'égalité. Et je dis, c'est quand même incroyable, parce que ce sont les plus racistes et les plus inégalitaires de tous, et qui sont montés au nom de ces valeurs, pour nous dominer et nous imposer les autres. Et là, ça donne effectivement mes derniers commentaires sur ce que j'ai appelé le passage, si on prend la question israélienne, qui est pour moi vraiment centrale,
ce que j'ai appelé le passage de la Shoah à la Torah. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un État d'Israël qui ne prétend même plus du tout être un refuge de gens qui ont été persécutés dans un passé qui s'éloigne, mais qu'on peut dire relativement proche, hein, c'est-à-dire les années 40, et qui auraient donc besoin d'être protégés. On est là face à des gens derrière Netanyahou qui disent non, voilà, nous sommes le peuple élu, cette terre nous est promise, et qui se réclament de Dieu, de la race et du suprémacisme, avec une démonstration de violence qui s'appelle Gaza depuis le 7 octobre. Donc moi, je continue ce travail critique, qui, je pense, un jour on me rendra sans doute raison d'une certaine manière, mais ça me coûte de plus en plus cher, puisqu'effectivement, on me menace. Enfin, si on regarde aujourd'hui les commentaires sur X, c'est des menaces physiques, des injures scatologiques et sexuelles. C'est-à-dire qu'il y a, on n'est plus du tout dans une période où il y avait encore un débat, parce qu'à un moment chez Tadi, il y avait encore un débat sur Shlomo Sand qui essayait d'incarner, comment dirais-je, une intelligence juive, une conscience juive. Aujourd'hui, on est vraiment sur, il y a un passage en force par la violence, dont le dernier marqueur, ça se joue aujourd'hui, c'est la loi Yadan. La loi Yadan est une loi scandaleuse d'un point de vue français. Il y a une pétition, 700 000 personnes qui aimeraient, par une pétition, la contester. Et aujourd'hui même, les élus qui se sont réunis ont enterré la pétition. Et à mon avis, cette loi va passer. Et c'est une loi qui, au moment même où les Israéliens prétendent qu'ils sont une théocratie suprémaciste raciale et massacrent un peuple qui s'appelle les Palestiniens, exigent en France d'être strictement incriticables et mettent en place une loi qui enverra au tribunal et fera condamner toute personne qui osera critiquer cet État considéré par les plus hautes instances mondiales comme génocidaire. On est dans un paradoxe français qu'on peut qualifier d'obscène. Et voilà, maintenant je vis ça au jour le jour en me disant on vit une période, sur le plan religieux on appelle ça apocalypse. Apocalypse, ça veut dire révélation. On vit une période en ce moment de révélation qui semble quand même confirmer tout ce que j'essaye de faire comprendre et que je découvre et que je comprends et que j'essaye de faire comprendre depuis le milieu des années 80. Il y a vraiment un grave problème en Occident qui s'appelle à la fois Israël, l'affaire Epstein, et qui, je ne vois pas comment à un moment donné on pourra échapper à gérer ce que j'appelle moi l'éléphant au milieu du salon, quoi. Voilà, je peux m'arrêter là, je crois. Vous avez quitté la France, puis vous avez quitté la Suisse, et vous êtes aujourd'hui en Russie. Pourquoi la Russie ? Eh ben la Russie, parce que d'abord il y a un personnage très important qui s'appelle Poutine, Vladimir Poutine, qui est président de la Russie et qui, depuis déjà une vingtaine d'années, a des discours où il parle de valeurs, où il parle d'empire du mensonge, où il parle de différence des sexes, de fondamentaux anthropologiques indépassables. Et je me dis, ce personnage de premier plan tient un discours politique et moral qui semble être un acte de résistance à ce qui se passe en Occident, que j'appelle l'Occident dégénéré. Et donc je me suis dit, bon, il est à la tête d'un État puissant, avec une verticale du pouvoir assez solide. Donc je me suis dit, s'il y a un pays où je peux encore m'exprimer librement, compte tenu d'ailleurs de ce que je dis, vu ce que dit le président Poutine, c'est sans doute là que je peux le faire. À un moment donné, j'étais très en sympathie avec le Venezuela de Chavez, d'ailleurs que j'ai rencontré à Damas à l'époque. Malheureusement, Chavez est tombé. Voilà, c'est que on est quand même dans une période où les gens qui incarnaient une certaine résistance, notamment on va dire à l'impérialisme américain, avec forcément qui inclut Israël
et souvent d'ailleurs cette conception anglo-saxonne de la politique, c'est-à-dire l'empire maritime, hein, on va dire judéo-anglo-saxon et anglo-américano-israélien. On voit bien que cet empire a tendance à détruire ceux qui lui résistent depuis les années Reagan. Et donc, moi, je vois mon monde se restreindre progressivement, puisque l'Irak est tombé. J'étais pas du tout hostile, moi, à l'État irakien. J'aime bien les nationalismes arabes. Je préfère ça aux pays qui sont dans la main des égorgeurs islamistes ou des mondialistes de type musulman, qu'on appelle les frères musulmans, qui sont des mondialistes. Hein. Et d'ailleurs, sur un modèle qui plaît bien aux Anglais, parce que, justement, c'est anti-État-nation. Donc, à un moment donné, je suis allé au Liban, je suis allé en Syrie, je suis allé au Venezuela, j'ai fait tout l'axe du mal, d'une certaine manière, je suis allé jusqu'en Corée du Nord, et à chaque fois, je vois ces pays qui tiennent tête, sur plusieurs critères, qui tiennent tête, on va dire, à l'impérialisme, on va dire, maritime, et qui tiennent tête aussi à l'impérialisme bancaire, parce que comme par hasard, c'est souvent des pays qui essayent d'échapper à la dette et à la domination politique par la dette orchestrée. Ces pays tombent les uns après les autres. Je rappelle que là, Orban vient de se faire battre hier, par un candidat qui venait de son parti et qui n'est pas un opposant strict à sa politique, mais quand même. On est dans une période où l'Empire, affaibli sur le critère de la morale et même sur le critère d'une certaine puissance économique, puisque on voit que la Chine est une puissance économique supérieure aux États-Unis. Cet empire, c'était le titre de mon livre, hein, Comprendre l'empire, demain la gouvernance globale ou la révolte des nations. Cet empire, on va dire, déclinant sur des critères qui pourraient amener à la Pax Americana, compense ce déclin par une hyperviolence. Hein. Et malheureusement, quelque part, c'est toute l'histoire de cette époque récente dans laquelle je m'inscris. C'est les Reagan, Bush père et fils, une violence impériale où un déclin économique est compensé par une brutalité militaire. On le voit, ça s'appelle la politique de Trump en ce moment. Hein. C'est faire de la piraterie. Les Chinois font du commerce, les Américains qui sont battus sur le terrain du commerce font de la piraterie. Et à un moment donné, on se dit, le pays qui a quand même les moyens de tenir tête, quand on a vu le Venezuela, Maduro remplacer Chavez, c'était déjà moins bien. Et puis là, Maduro se fait quand même kidnapper. Je veux dire, un chef d'État souverain qui se fait kidnapper et mettre en prison. Enfin, je veux dire, Donc, à un moment donné, je me dis, le pays qui est un peu une forteresse et qui a la solidité pour faire face, c'est la Russie de Poutine, quoi. Et pourtant, c'est un empire, puisqu'on va dire que c'est un empire, mais pas au sens de l'empire américain, mais c'est un empire, puisque c'est un pays multiethnique, multiconfessionnel, donc c'est un empire en soi. Cet empire a les moyens de tenir tête, mais c'est quand même une forteresse assiégée, parce que quand on a la lecture que j'ai, moi, de la politique, c'est la Russie qui est agressée. En réalité, c'est pas la Russie qui agresse. La Russie, en fait, a été obligée, à un moment donné, d'entrer en Ukraine pour protéger d'une certaine manière ses ressortissants, et aussi parce que l'OTAN était en train de mettre des bases et des vecteurs militaires de plus en plus proches des frontières de la Russie, et que la Russie ne pouvait plus l'accepter. On comprend très bien quand on regarde à l'envers, quand à l'époque de Kennedy et de Khrouchtchev, les Russes commençaient à mettre des vecteurs à Cuba. C'était inacceptable et ils ne l'ont pas accepté. Donc, je suis aujourd'hui, d'une certaine manière, dans une forteresse assiégée, mais dans une forteresse qui est sans doute la forteresse la plus costaud par rapport à la violence impériale qui s'exerce notamment, au moment où je vous le dis, sur l'Iran. On est quand même dans une période d'hyper-violence guerrière. Et voilà, j'ai répondu à tes questions. Pourquoi la Russie ? Parce que la Russie est cette forteresse où je peux me sentir relativement protégé, relativement libre de mes propos, et qui sans doute ne risque pas de tomber comme est tombée la Syrie. Là, aujourd'hui, je suis ami avec quelqu'un qui est dans cet hôtel comme moi et qui y est depuis 3 ans, et qui était en Syrie, et qui a été obligé de fuir la Syrie.
qui est tombé sous le coup d'islamistes radicaux que l'Occident prétend combattre et qui met en place systématiquement face à des régimes qui sont des régimes de type nationaliste arabe, avec une forte donnée laïque et moderne, quoi. Hein. Donc il y a tous ces mensonges, tous ces paradoxes. Et cet ami, eh ben, lui aussi, est à Moscou parce qu'il a été obligé de fuir les égorgeurs islamistes qui ont détruit, qui sont en train de détruire la Syrie, comme a été détruit l'Irak, comme a été détruit la Libye. J'avais oublié d'ailleurs Kadhafi dans cette affaire. Comme est en train d'être, comme certains sont en train de tenter de détruire l'Iran. Hein, voilà. Et donc, la Russie. Et cet ami qui est dans l'hôtel, ça serait pas Bachar el-Assad? Non, mais c'est quelqu'un qui travaillait avec lui, oui, qui est un avocat français, qui est qui a fait le même constat politique que moi, mais en étant avocat, lui, et qui s'est retrouvé, à un moment donné, proche du régime syrien, et qui a vu, effectivement, la mise à mort du régime syrien par l'impérialisme américain, par des proxys qui sont à chaque fois des islamistes radicaux, alors qu'on prétend parallèlement lutter contre l'islamisme. C'est quand même incroyable. Israël ne se cachait même pas de soigner dans ses hôpitaux les combattants de Daesh, tout en prétendant que le danger pour l'Occident, c'est la conquête islamique. C'est ce qu'est le narratif français aujourd'hui, qui dans la bouche de la droite, on va dire, pro-israélienne, hein, qui prétendent aujourd'hui protéger les Français d'une conquête impériale islamiste. C'est assez drôle, alors qu'ils la favorisent absolument partout quand il s'agit de détruire des nations arabes avec un régime laïque qui est quand même très très proche de l'État-nation français, puisque c'est d'ailleurs souvent nous qui les avons initiés. Donc c'est tous ces paradoxes relativement obscènes et qui démontrent quand même un énorme mensonge que les gens comme moi dénoncent. Et évidemment, ça me permettra pas d'être invité chez Drahi ou chez Bolloré, quoi. Et là, d'ailleurs, je dis, moi, je suis consterné de voir l'effondrement du journalisme et des médias, on va dire, de droite français. Bon, la gauche, c'est pas tellement mieux pour d'autres raisons. Et pareil, quand je fais mes vidéos de commentaires, je me dis, j'essaye de faire du journalisme qui correspond au niveau du journalisme français quand j'ai commencé à en faire, puisque c'est quand même mon métier, à la fin des années 70, au début des années 80, où il y avait quand même un certain niveau, au niveau de la possibilité de tenir un discours contradictoire. Et je rappelle dire que le dernier qui a essayé d'incarner cette honnêteté, ces traditions, c'est Tadi, dans son émission Ce soir ou jamais, où on lui a flingué progressivement son émission en le menaçant de plus en plus parce qu'il invitait des cerveaux malades. Voilà. Et qui a professé promulgué cette fatwa, je le rappelle, un autre journaliste, Monsieur Cohen, je crois. Donc voilà, c'est à un moment donné, quoi, il y a un pulse qui se constitue de lui-même, et j'ai du mal à regarder à côté, et j'ai du mal à ne pas dire ce que je comprends, quoi. Une grande partie de la communauté israélienne a des racines avec la Russie. Est-ce que vous pensez que sur le long terme, ça va pas potentiellement être préjudiciable si vous continuez à attaquer la communauté juive à travers les organisations qui les représentent? Est-ce que vous pensez que vous êtes inatteignable en Russie, ou est-ce que vous craignez qu'on puisse malgré tout vous empêcher de vous exprimer aussi ici? Alors, m'empêcher de m'exprimer sur le plan du journalisme, je pense pas. Mais par contre, je suis assez lucide. Il y a une communauté juive très présente en Russie, économiquement puissante, même si Poutine a exigé qu'elle ne se mêle pas trop de politique, en rappelant que la dernière fois qu'elle l'avait fait, ça avait donné la révolution bolchevique et que ça avait quand même produit une histoire russe dont on essaye de faire la critique, hein. Donc, je pense que effectivement, il ne faut pas que je sois naïf. Il y a une communauté juive très puissante ici.
à qui je ne dois pas plaire et qui pourrait user d'autres moyens que les moyens qui sont utilisés en France pour me faire taire, oui, j'en ai conscience. C'est pour ça que je ne me sens pas, je dirais, totalement en sécurité ici. Mais aujourd'hui, c'est pas se sentir totalement en sécurité, c'est se sentir moins en sécurité qu'ailleurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais ta question était très pertinente. Oui, oui, je dois agacer quand même des gens ici. Et d'ailleurs, de temps en temps, on me fait passer le message. Ah ouais, oui, oui. C'est comme ça. Moi, j'essaie quand même toujours de ne pas franchir une ligne. C'est-à-dire, j'ai jamais appelé à la violence. Personne n'a jamais commis d'acte de violence en mon nom et au nom de mon organisation. J'ai toujours fait le distinguo entre communauté organisée, juifs du quotidien, j'appelle juifs jusqu'à la trogne, juifs sur les bords. J'ai en plus une culture profondément marxiste qui se réfère à des grands penseurs juifs. Je rappelle que je suis marxiste. J'ai dédié un de mes livres à Lukács et un autre à Goldman. Donc, je n'ai pas l'hostilité des juifs intelligents. J'ai quand même l'hostilité c'est ce que j'appelle la revanche posthume d'Hitler, de juifs aujourd'hui qui pensent qu'on a mis Nuremberg à disqualifier la race des seigneurs et que c'était pour laisser le champ libre au peuple élu. Et que des gens qui aujourd'hui sont ouvertement ce que disaient les Leibowitz, des judéo-nazis, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont une conception suprémaciste raciale qui s'exprime par la violence, avec une violence qui légitime en fait par Dieu, c'est-à-dire, voilà, Dieu est avec nous, donc tu es un blasphémateur d'une certaine manière, et Dieu nous ordonne même de te châtier violemment. Et je rappelle que si on lit quand même l'Ancien Testament, il y a quand même une tradition du châtiment violent au nom de Dieu, appliqué par ses élus contre ceux qui ne le sont pas. Donc, je crois à ma bonne étoile, je sais que je ne franchis pas une certaine ligne, parce que moi je comprendrais que quand tu commences à appeler à la violence physique, forcément ça génère une inquiétude, où là on plaisante plus. Je reste quand même toujours je rappelle, je suis un type à qui on reproche des commentaires, des analyses. J'ai jamais plus. Je suis quelqu'un qu'on avait pour délit d'opinion, dans un monde qui a, avec la Révolution française, abolit le délit d'opinion, je rappelle. Mais on me dit, quand je dis vous me prenez pour délit d'opinion, on me dit non, mais ça, c'est pas une opinion, c'est un délit. Je dis oui, c'est un délit d'opinion. Je sais pas si tu vois la faiblesse du raisonnement, le côté tautologique. Et donc voilà, contrairement à ce qu'on croit, je dialogue avec pas mal de juifs intelligents. J'ai même des lettres de rabbins israéliens qui me disent « Vous m'aidez dans ma pensée ». J'ai écrit un livre en ce moment, donc je mettrai notamment une lettre en exergue, là. Étrangement, je reçois des messages de respect de juifs d'un certain niveau, soit parce que c'est des juifs intellectuels qui font un certain travail par rapport à ce qu'on appelle chez eux le tribalisme, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se positionner selon des critères universaux. J'ai même des religieux qui me respectent parce qu'ils pensent que je suis animé par quelque chose qui ressemble à... Il y a même des types qui me disent « Tu pourrais être juif, tu le sais pas, mais tu as quelque chose, tu pourrais être juif. » Je dis « Ouais, c'est vrai, mais Dieu m'a fait catholique. » Et donc, en réalité, c'est plus nuancé que ça. C'est-à-dire qu'on entend et on ne voit que les éructations on va dire, de juifs violents, qui sont quand même pour moi les abrutis de la communauté, ceux qui te parlent de prix Nobel toute la journée, mais qui, eux, ne risqueraient pas d'avoir un prix Nobel. Et ceux qui ont un certain niveau intellectuel, souvent sont dans plutôt un dialogue à distance et pas irrespectueux. C'est le paradoxe. Le problème, moi, ce que je rencontre, c'est, si je parle de la France, c'est l'hostilité du CRIF. C'est ça, en fait. C'est cette communauté juive organisée qui a un énorme pouvoir en France et qui, en fait, prétend représenter la diversité des Juifs, alors que, je l'ai souvent dit, légalement et associativement, le CRIF représente un Juif sur 6, puisqu'en fait, c'est une hiérarchie de communautés, et en fait, 5 Juifs sur 6 ne sont pas représentés par le CRIF, ce qui fait quand même une énorme majorité. Et donc, moi, je dis, j'ai un problème avec le CRIF, la communauté juive organisée. Quant aux juifs du quotidien,
ça dépend de leur approche du judaïsme ou de comment ils se sentent. Parce on ne choisit pas de naître juif, hein. Comme d'ailleurs on ne choisit plus aujourd'hui de naître israélien. Les types sont nés en Israël. Parfois, leurs grands-parents sont arrivés, leur père est déjà né là-bas et eux sont nés là-bas aussi. Donc quand on est né dans un pays, on ne peut pas juste dire je m'en vais, je fais la valise et être dans ce qu'on appelle la haine de soi. Tu sais, ce concept qu'on reproche aux juifs critiques. Ça, je le comprends. Mais après, il y a quand même des valeurs universelles qu'on nous a imposées, qu'on a imposées à l'Afrique du Sud, je rappelle, et qui fait que refuser un certain travail critique sur cette problématique qui est à la fois le judaïsme tel qu'il s'exprime en ce moment, c'est-à-dire d'une façon littéraliste qui n'était pas forcément celle d'une autre époque, l'Israël actuel qui est quand même un pouvoir qui se maintient depuis 20 ans et qui est un pouvoir d'extrême droite. Voilà, moi ce que je dis, c'est que normalement, si vous êtes le peuple du livre et si vous êtes, comme le disait De Gaulle, un peuple d'élite, vous devez être capable de discuter avec moi et de voir quand même qu'il y a des problèmes et qu'en dernière instance, aujourd'hui, je dis, à cause de l'aggravation de la situation, il va falloir se souvenir qu'on est chrétien. Parce qu'il y a une colère qui monte, qui est systématiquement niée, réprimée de manière violente ou malhonnête. Et à un moment donné, il y a quand même l'histoire. L'histoire, elle existe, hein. Et je me dis, à un moment donné, quand Israël va tomber, si Israël tombe, et que ces gens qui ont professé une incroyable arrogance et qui ont du sang plein les mains vont penser pouvoir revenir en France ou dans d'autres pays en étant accueillis à bras ouverts, ça ne sera pas Exodus, hein. Je veux dire, on le voit déjà. Il y a beaucoup de touristes israéliens qui découvrent qu'ils ne sont pas du tout appréciés dans les pays où ils voyagent, hein. Pour l'instant, c'est des injures dans la rue, des critiques au restaurant, mais l'idée du pogrom n'est pas du tout comment dirais-je, à éliminer. Mais moi, je me rappelle, j'avais une discussion avec Gilad Atzmon, dont je suis l'éditeur. Et Alain, il me disait, tu sais ce que c'est un pogrom, Alain? Je dis, bah, il me semble, oui, en France, ça s'appelle une jacquerie. Il me dit, oui, c'est quand les Cosaques décident que trop, c'est trop. Tu vois? Et moi, je fais passer ce message. Je dis, quand tu vois, par rapport à la montée d'un certain antiracisme légitime en France, et qu'un type comme, je ne sais plus comment il s'appelle, il dit, on vous emmerde. C'est particulièrement maladroit de répondre à des Français qui ont été élevés dans l'antiracisme, je le rappelle, hein. Je rappelle que LFI est une création mitterrandienne qui est portée par l'idéologie SOS Racisme et que ce qu'on peut reprocher à Mélenchon, c'est d'être resté sur cette ligne, hein, cette ligne de gauche. Et aujourd'hui, on traite Mélenchon de Le Pen, alors que les gens qui tiennent le discours de Le Pen, c'est Julien Drey. C'est quand même, on est dans des paradoxes et des obscénités qui vont avoir un coût à un moment donné, parce que je dis le français quand même est quelqu'un de profondément peu raciste. Donc il est très choqué il a été très choqué par Gaza. La diabolisation de Mélenchon, ça crée une situation de guerre civile, au moins au niveau verbal, qui forcément va s'aggraver. Surtout qu'en plus, derrière, on coopte le RN, qui est quand même le parti antisémite historique, et qui se retrouve d'un seul coup coopté par le CRIF, en même temps qu'on diabolise le parti historique antiraciste créé par la Mitterrandie. C'est quand même un travail d'apprenti sorcier qui va forcément laisser des traces et qui ne peut pas fonctionner. Je dis, ça peut faire gagner du temps, c'est un peu mettre la merde sous le tapis, quoi. Ça va forcément, à un moment donné, péter. Et en tant que Français, même si je peux plus y mettre les pieds, je suis pas très réjoui de voir aujourd'hui un pouvoir macronien qui se maintient par une situation de semi-guerre civile molle organisée entre le RN et LFI. Franchement, ça donne pas vraiment envie de se balader dans Paris, entre les quartiers, tu sais, qui ont voté droite sioniste et les quartiers qui ont voté gauche pro-palestinienne. Aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir, dans Paris même, puisque je prends Paris, tu vois, une espèce de ligne de fracture, une ligne de tension, tu vois, et un Paris coupé en deux, hein. Et tout ça, qui a envie de tout ça? Qui a intérêt à tout ça? Je me pose la question. C'est pas... Voilà. Donc moi, je suis toujours sur ma ligne, je rappelle. Bon, ça s'appelle égalité-réconciliation, gauche du travail, droite des valeurs, pour une réconciliation nationale. Je rappelle que c'est quand même ça, notre charte et le mouvement que j'anime, hein.
Mais simplement, pour se réconcilier, faut accepter le dialogue et peut-être penser qu'on n'a pas totalement raison. Voilà. Est-ce que vous pensez que vous avez une totale liberté d'expression en Russie, en dehors du sujet d'Israël et du sionisme? Et, euh, et est-ce qu'il y a des critiques qui sont faites sur la Russie, sur lesquelles vous pourriez être d'accord? Alors déjà, je rappelle que la Russie a des lois pour lutter contre l'antisémitisme, a des lois anti-révisionnistes. Donc, il ne faut pas raconter n'importe quoi en Russie. Hein. Il y a quand même. Alors, par contre, même s'il y a des lois anti-révisionnistes, il n'y a pas tellement de procès pour attaquer le révisionnisme comme en France, où on va chercher Renoir en Écosse, alors que c'est un type, un ancien prof de maths, qui écrit sur Oradour-sur-Glane. Normalement, on devrait lui foutre la paix. Ça intéresse quelques centaines de personnes. Et là, on engage c'est comme pour Dieudonné, on engage des sommes importantes pour aller traquer ces gens-là, alors qu'on a des problèmes de police et de justice, notamment tribunaux saturés, quoi. Donc, oui, il y a des lois en Russie, hein, faut pas oublier. La Russie est le pays de l'antifascisme. Je rappelle que leur comment dirais-je, positionnement moral premier, c'est qu'ils ont vaincu les nazis. Donc, on n'est pas. Alors, le paradoxe, c'est que c'est le pays qui a vaincu les nazis et qui se réclame de l'antifascisme, qui est une production, je rappelle, de Staline, hein, qui s'appelait le Cominform. Mais en même temps, tout l'Occident dit que le nouveau Hitler, c'est Poutine. Donc, on est dans une espèce de distorsion comme ça, selon qu'on soit d'un côté du rideau de fer ou l'autre. Et donc, oui, moi, alors, ta question, c'était est-ce qu'il y a des critiques à faire sur la Russie? Ah non. Est-ce qu'il y a des critiques qui sont faites, déjà, pour lesquelles vous pourriez être d'accord? Oui, bah de toute façon, la dernière fois que j'avais été invité à parler en public à Moscou, par 2 fois, j'ai parlé pour l'Ukraine comme pour la Palestine d'un problème aujourd'hui qui était le judéo-nazisme, c'est-à-dire l'alliance d'oligarques juifs, par exemple en Ukraine, dont le bras armé sont des bandéristes, c'est-à-dire des néo-nazis affirmés. Cette alliance juive-nazie, totalement assumée par Bernard-Henri Lévy, est quelque chose qui avait d'ailleurs été théorisé par Leibovitz, un grand penseur israélien, dès les années 80, je crois, en disant qu'il y avait une dérive judéo-nazie, et je dis c'est le cas en Palestine et c'est le cas en Ukraine. Quand j'ai dit ça, j'ai été censuré 2 fois ici. Judéo-nazi, ça passe pas. On dit juste nazi. Donc je sais, bon voilà, j'ai été censuré et je m'en suis un peu plaint. Alors après, moi ici, je suis un peu invité, donc je suis un réfugié, donc je suis pas là pour commencer à critiquer ce qui fonctionne mal en Russie. Déjà parce que j'essaie de comprendre, parce qu'il y a voir la Russie de l'extérieur, ce que j'ai fait jusqu'à présent, avec les discours de Poutine, ce que représente la Russie dans cette idée de multipolarité, de résistance à l'impérialisme dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est la vitrine assez agréable. Et puis après, il y a la vie quotidienne à Moscou, par exemple. Bon, j'ai des tas de choses très positives à dire hein, sur la sécurité, la propreté, oui, l'éclairage de rue, les infrastructures, ça marche plutôt bien. Après, si on veut, moi qui viens quand même, j'ai été au syndicat du livre à l'époque CGT, il y a longtemps, hein, parce qu'aujourd'hui la CGT, son travail, c'est de se plaindre comment dirais-je, des spectacles de Dieudonné. C'est plus ce que c'était. Mais par exemple, sur le droit du travail en Russie, il y aurait des choses à dire. Hein. C'est assez défaillant. Sur la circulation de l'argent, il y aurait des choses à dire. Il y a des inégalités de richesse très importantes. Donc je pourrais faire un travail critique, mais c'est quand même... Je viens d'arriver, il y a quand même il y a une communauté dont la spécialité, c'est d'arriver dans un pays et d'expliquer comment ce pays doit fonctionner et quelle est son histoire, si tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis plutôt dans l'idée... en Suisse, je ne me suis pas permis de me mêler de la politique suisse, parce que même si j'avais la nationalité suisse, j'y avais jamais vécu. Et je m'en mêle pas. L'idée, c'est à Rome, fait comme les Romains. Je viens d'arriver en Russie. Je suis accepté. Je vais pas commencer à ramener ma fraise, parce que déjà, je connais pas assez bien la Russie réelle par rapport à la Russie
interprété par quelqu'un qui est français, qui mène un combat anti-impérial et qui se dit bon, la Russie peut me servir à ça, mais la Russie se fout peut-être un peu de la manière dont j'ai besoin de m'en servir, tu vois. Donc je suis plutôt dans un travail en ce moment de découverte de la Russie, vue de plus près. Et effectivement, je me dis que sur des tas de critères, ça va quand même mieux que ce qui est en train de devenir la France et Paris, par exemple. Je communique quand même avec beaucoup de gens qui sont encore à Paris, qui sont consternés par l'évolution de Paris en termes d'insécurité, de saleté, de délire sur le plan routier. Tu vois, de sens interdit partout, de fermeture des commerces. Il y a une espèce de gestion de la ville complètement délirante, qui correspond d'ailleurs à un programme mondialiste. Hein. Je sais pas, la ville 15 minutes. On sait que tout ça sont des injections mondialistes. Donc, je me réserve de critiquer la Russie pour des raisons simples. Je viens d'arriver et en plus, c'est un pays d'accueil. Et ça, je pense que normalement, c'est le... Voilà, on n'explique pas aux Russes que c'est que la Russie quand on vient d'arriver. Hein. C'est légitime. Parlons de la France, puisqu'on est français. Ouais. Euh, Quand on observe le monde, puisque c'est ce que vous faites, et qu'on voit les changements des dynamiques de pouvoir, est-ce que on pourrait dire, est-ce que vous ne pensez pas que la France et l'Union européenne sont les dindons de la farce? Bah après, si on passe dans une analyse géopolitique avec les grands ensembles, la montée de la Chine, euh, la position de la Russie, ce qui se passe en ce moment aux États-Unis avec Trump 1 et Trump 2, parce qu'il y a eu quand même deux Trump très différents là. Ceux qui payent les pots cassés en ce moment, c'est l'Union européenne, parce qu'il n'y a pas d'unité. Parce que l'Union européenne n'existe pas vraiment en réalité, c'est un vassal des États-Unis. On sait quand on étudie l'histoire que ça a été... Il y a eu une volonté d'Europe puissance qui a été détournée et inversée par l'Europe des 27, qui est une volonté américaine, avec des types à la manœuvre. On va reparler de Schuman, de Cassin, de Monnet, etc. Donc cette Europe de 27 est une Europe de l'impuissance des nations. Et en ce moment, dans cette lutte entre la Chine et les États-Unis, si on prend déjà ces deux acteurs-là, l'Amérique ne pouvant plus contrer la supériorité économique de la Chine, retarde son déclin en nous faisant payer la note. Hein. C'est-à-dire que nous sommes effectivement les dindons de la farce. On voit très bien comme Van der Leyen s'est couché devant Trump, parce que l'Union européenne n'est pas du tout une puissance. C'est une organisation qui a pour but d'empêcher comment dirais-je, le sursaut des nations européennes ou d'empêcher une union de nations européennes qui pourrait permettre de faire une Europe puissance, comme c'était la volonté de De Gaulle à l'époque. L'Europe des 27 est le contraire d'une Europe puissance, c'est une Europe d'impuissance. Et d'ailleurs, chaque fois qu'une nation européenne essaye d'incarner une certaine puissance, comme l'était un peu l'était par exemple la Hongrie de Orban, en prétendant pouvoir régler des choses qui sont de l'ordre du pouvoir d'un pays, c'est-à-dire ses frontières et sa monnaie notamment, eh ben on voit bien que tout est fait pour les mettre à la place. On le voit dans les pays baltes, des gens qui sont des purs soumis à la puissance américaine. D'ailleurs, souvent pour une raison très simple, c'est qu'à l'époque où l'URSS était totalement déclinante, l'Amérique était la seule à pouvoir faire son marché avec la stratégie de ce qu'on appelle les Young Global Leaders, approchait dès l'université ces jeunes qui avaient un avenir politique, et ce qui fait qu'aujourd'hui que tous les personnages qui sont à la tête des États européens sont en général, du fait de ce processus, des agents américains, des Young Global Leaders, qui défendent non pas les intérêts de leur pays et de l'Europe, mais qui obéissent aux Américains. Et notamment sur une ligne en général néoconservatrice, puisqu'à l'époque, même si Trump a un peu changé la donne, bien qu'il y revienne en ce moment, à l'époque, la ligne, ces gens étaient cooptés et formés sur une ligne néoconservatrice. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un ou un groupe de personnes qui serait en mesure politiquement d'arranger les choses en France? Je vois pas. Franchement,
J'ai espéré un peu en Villepin, parce qu'il avait un discours néo-gaulliste qui était pas mal, mais par ailleurs, on a l'impression que c'est un peu comme un grand bourgeois hors sol. Et la question sociale a l'air de lui échapper beaucoup. Et puis il a un passé sur les autoroutes. C'est quand même un type qui, voilà, qui est, c'est un homme de, enfin, c'est quand même la droite, quoi. Et Bardella, j'y crois pas du tout. Marine, j'y crois plus. Mélenchon, il est à la tête d'un attelage totalement contradictoire, où de temps en temps il peut dire quelque chose d'assez cohérent sur la Russie, mais le lendemain il va au Sénégal pour essayer d'imposer le calendrier LGBT. C'est carrément le discours du FMI. Il y a personne en réalité aujourd'hui parmi les. De toute façon, pour moi, il y a une idée simple, c'est quand on laisse un homme politique accéder à la notoriété par un chemin de cooptation des médias, c'est par définition qui peut pas être dangereux et qui peut pas s'opposer à, on va dire, au système, hein. Donc, si ça bougeait en France, il faudrait que ça passe, je pense, oui, par un processus de type relativement révolutionnaire, avec une implication sans doute de l'armée, non pas au niveau des généraux deuxième section qui ont tout intérêt à ne pas bouger. Soit de toute façon ils sont tamponnés par l'OTAN, soit ils sont très très bien payés pour rien foutre. Donc ça, on serait plutôt dans une démarche révolution des œillets portugaise, c'est-à-dire avec des types au niveau du capitaine, pas au-dessus du colonel, quoi. Donc tout ça, je pense qu'il faudra que la crise s'aggrave en France, que ça aille encore bien plus mal pour qu'on puisse espérer un sursaut qui serait forcément un sursaut de type relativement révolutionnaire. Je ne pense pas que ça puisse passer par les urnes. Je pense que tout a été mis en place pour que rien ne puisse se passer par la voie électorale, que ce soit législatif ou présidentiel. Justement, si cette révolution avait lieu et que le peuple reprenait le pouvoir, est-ce que vous pensez que, puisque vous avez pendant un temps côtoyé Étienne Chouard, est-ce que vous pensez que l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne soit souhaitable, intéressant, faisable? Alors c'est souhaitable, c'est intéressant. Le problème, c'est que pour le faire, il faut d'abord faire la révolution et prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut d'abord faire la révolution, et ça se passe pas en douceur, pour après lancer une constituante. On peut pas demander au pouvoir actuel, compte tenu de ce qu'il est, indubitablement, simplement par un discours de raison, de lui dire ayez l'honnêteté de nous laisser contester votre pouvoir selon les critères de Chouard. Hein, je sais pas quels sont les deux termes. Hein, démocratie représentative, démocratie participative. Le pouvoir, c'est très bien ce qu'il est, et d'une malhonnêteté totale. Et moi, c'est toujours ce que j'ai dit à Chouard. Il faut d'abord qu'on fasse la révolution, qu'on prenne le pouvoir de manière forcément brutale, révolutionnaire, pour après, effectivement, mettre en place une constituante où moi, je serais assez intéressé, effectivement, de tenter une expérience à la Chouard. Mais ça ne peut pas se faire sans la période intermédiaire de type insurrectionnel, radical, etc. Donc, la réponse, elle est là. Est-ce que vous reconnaissez dans votre discours une limite, un défaut que vous auriez que vous n'auriez pas vu? Alors le défaut, c'est pas dans mon discours écrit. Mes livres ne sont jamais attaqués, bon, sauf celui avec Nolo, qui était un dialogue et qui a été attaqué à la demande de Pierre Berger sur vraiment un truc très périphérique où je demandais comment un homosexuel militant de 70 ans, pourquoi il était autant intéressé par la PMA et la GPA. Et j'avais fait une plaisanterie en disant est-ce qu'il veut découvrir les joies de l'allaitement à son âge? Et c'est lui qui avait demandé l'interdiction du livre, qu'il a obtenu, ce qui est très étrange, alors qu'il y avait bien d'autres raisons d'attaquer le livre. En fait, mes livres ne sont jamais attaqués parce qu'ils sont très structurés, très, très bien construits. Mais par ailleurs, je suis un émotif et un punk de nature, et je me permets des saillies drôlatiques, des sorties volontairement transgressives parce que ça me fait du bien, en sachant que c'est là-dessus que je suis attaqué déjà par la justice française, aussi attaqué par les gens
qui vont me reprocher ma vulgarité, ma radicalité, etc. Et moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, il y a deux sorals. Il y a le soral des livres. Là, franchement, c'est assez inattaquable. C'est d'ailleurs jamais attaqué. Et puis, il y a le soral des punchlines, le soral punk, qui, effectivement, de temps en temps, a le plaisir de déraper. Moi, pour moi, c'est quelque part une soupape, je dirais presque... c'est bon pour ma santé morale, parce que de temps en temps, j'en ai tellement marre que c'est un peu... c'était un peu la quenelle de Dieudonné, quoi. C'est la phrase de Tapiro, on vous emmerde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que je prends dans la gueule est tellement malhonnête, tellement abusif, et tellement pénible, parce que ça fait plus de 20 ans que ça dure, que de temps en temps, je me fais un peu plaisir. Alors ça peut être en donnant un bourre-pif à quelqu'un, effectivement, en fait, on me reproche de ne pas incarner strictement la figure de l'intellectuel tel qu'il a été défini par Banda ou des mecs comme ça, tu sais, avec les lunettes, un phrasé assez lent. Je suis assez paradoxal. On me reproche, comme on pouvait reprocher à Céline, d'être à la fois le grand écrivain et en même temps d'écrire Lettre à l'agité du bocal. Je suis assez paradoxal parce que j'ai la capacité, je pense, intellectuellement, d'être quelqu'un qui peut vraiment fonctionner à haut niveau par rapport aux critères de ce qu'on appelle un intellectuel occidental. Je pourrais discuter sans problème avec Emmanuel Todd, d'ailleurs de façon très calme, parce que ça serait argument contre argument. Et en même temps, je suis capable de sorties assez punk. Et je suis effectivement un type atypique. Et c'est à la fois ce qui fait ma notoriété, et en même temps ce qui effectivement me fragilise parfois. Je pense que c'est de ça dont tu parlais. Je dérape. Voilà, je suis quelqu'un qui dérape, mais j'aime bien déraper. Là, on parle de la forme. Moi, je pensais plutôt à la forme, mais aussi au fond. Est-ce que vous pensez, et là, je ne vous demande pas ce que les autres pourraient penser de vous, mais est-ce que vous pensez qu'il y a une limite à votre analyse? Il n'y a que Dieu qui est sûr de la vérité, tu vois, de prétendre que... mais moi, je crois que, de mon point de vue, avec la méthode que j'emploie, c'est-à-dire la raison et la morale, en essayant d'avoir quand même de croiser mes sources, qui est le principe même du journalisme d'enquête, d'où je viens d'ailleurs relativement, il me semble que mon travail est quand même assez solide. C'est solide. Et puis en plus, je fais partie quand même d'un collectif. Moi, je suis un généraliste un peu, mais parfois je dis à Youssef Indy, trouve-moi des citations dans la Torah qui corroborent, pour pas que je me trompe. Je consulte les spécialistes. Je suis un généraliste, mais je consulte les spécialistes. Donc, ce que je peux dire, pour abonder dans ton sens, c'est que ma pensée a quand même évolué par rapport à mes 20 ans. J'étais beaucoup plus strictement marxiste quand j'étais plus jeune. J'ai nuancé mon marxisme en découvrant la pensée de Maurras, par exemple, qui est quand même intéressante. Et après, j'ai encore nuancé ma pensée, sans pouvoir d'ailleurs en produire une synthèse qui me paraîtrait impossible, en découvrant la tradition primordiale, c'est-à-dire Guénon, tu vois. Et je suis un type qui lit Marx, qui lit Maurras, qui lit Guénon. Tout ça me permet une multiplicité de points de vue, et j'essaye, voilà, de me positionner par rapport à ça. Alors après, je sais pas où j'aurais été, où on pourrait vraiment dire que j'ai abusé ou déconné. Souvent, les gens se disent mes saillies misogynes, par exemple, c'est un peu pour me faire plaisir, retourne en cuisine. Mais en même temps, quand on lit vers la féminisation, je critique un certain féminisme qui est un féminisme de... Comme on dit qu'il y a une écologie de marché, tu vois, un féminisme de marché, qui n'est pas du tout une attaque haineuse ou brutale de la femme, tu vois. On me reproche souvent une radicalité qui n'existe que par certaines saillies, mais ces gens qui me le reprochent, soit sont de mauvaise foi, soit n'ont pas lu, par exemple, vers la féminisation. Vers la féminisation, il y a quand même un travail fin et respectueux. Et même ceux qui me prennent pour un antisémite, je suis quand même quelqu'un qui s'intéresse assez profondément au sujet
et qui passe beaucoup de temps pour s'intéresser à ce sujet, ce qui est une forme de respect d'une certaine manière. Je m'y intéresse. Je pense que s'intéresser profondément à un sujet est peut-être la meilleure preuve du respect qu'on a pour ce sujet. On y passe du temps, on va à la source, on se pose des questions. Ça me fait penser à Chapoutot en ce moment, qui est un grand spécialiste du Troisième Reich et qui aujourd'hui est obligé de s'excuser de connaître aussi bien ce sujet, parce qu'effectivement, on pourrait se dire, pour avoir passé autant de temps à s'intéresser au Troisième Reich, il y a forcément une dimension de fascination et de respect, tu vois. Et je vois à la manière dont Chapoutot, en ce moment, essaye de se démerder, parce qu'on lui dit, comment ça se fait que tu t'intéresses autant à ce sujet? À l'époque, on avait fait le même reproche à Taguieff, qui était un grand spécialiste des antisémites. Et on se dit, pour connaître aussi bien le sujet de l'antisémitisme, quelque part, c'est que tu baignes dedans, quoi, tu vois. Et c'est un peu ce paradoxe-là que je mets en avant. C'est effectivement, on pourrait me dire, pourquoi tu t'intéresses autant à la question juive? Eh ben, je dis parce que la question juive est surdéterminante dans l'époque dans laquelle je vis. On ne peut pas ne pas s'y intéresser comme quelque chose de surdéterminant quand on a eu comme moi 20 ans en 80 et que toute ma vie, puisque j'en ai 67 aujourd'hui, c'est les années 80, 90, 2000. C'est forcément une question incontournable, voilà. Et par contre, je comprends qu'il y a des gens qui préfèrent regarder ailleurs. Si on vous offrait une amnistie totale et qu'on vous invitait en Israël, est-ce que vous iriez? C'est compliqué parce que je discute, moi, avec des Israéliens, qui d'ailleurs sont des Israéliens intelligents, et qui me disent on sent que tu es quelqu'un d'intelligent et d'honnête, donc ce que tu dis nous intéresse, parce que forcément, il faut qu'on en tienne compte, parce qu'on ne peut pas balayer ça comme ça. Et moi, j'ai conscience, parce que je pense que je suis un être moral, qu'il y a des gens qui sont nés dans ce pays, leur père est né dans ce pays, et qui ne peuvent pas assumer de dire ce pays est horrible, je m'en vais, ils sont quand même israéliens, quoi. Et puis pareil, il y a ce qu'on appelle l'habitus, quand on est né juif dans une famille juive et que depuis la naissance on est là-dedans, exiger à un moment donné qu'on fasse une espèce de travail autocritique absolument radical, c'est un manque d'intelligence psychologique. Forcément, on peut comprendre que... c'est pour ça que moi je parle souvent des juifs du quotidien. On peut être attaché au judaïsme pour des raisons de grand-mère, de plats cuits de plats, de fêtes de famille, de l'oncle sympathique. Paradoxalement, j'ai eu beaucoup d'amis juifs dans ma vie, et même de meilleurs amis. Mon premier meilleur ami s'appelait Hector Obal, qu'en fait il s'appelle Saada. Hein, il s'appelle Saada. Et mon deuxième camarade avec qui j'ai fait beaucoup de choses s'appelait Marc Cohen. Hein, voilà. Bon, lui, l'un était communiste et l'autre est plutôt sur le philosophie analytique. Mais c'était deux types avec qui j'étais très ami pendant longtemps. Et on s'est fâché d'ailleurs sur la question israélienne. Mais bon, voilà. Je te dis, contrairement à ce que pourraient penser certaines personnes, je suis relativement respecté par pas mal de juifs intelligents et même d'Israéliens. Et je te dis, là, je corresponds avec un rabbin français d'origine, vivant en Israël, et qui m'écrit et qui me dit que mon travail critique, qui respecte, le nourrit dans sa foi. Même alors là, des fois, j'ai un peu du mal à comprendre. Et qui m'a demandé si j'acceptais de correspondre avec lui. J'ai dit, proposé comme ça, je ne pourrais pas me permettre de refuser, ça m'intéresse. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote là. Quand je pouvais encore être à Paris, je me baladais dans le quartier des Batignolles et je tombe sur un petit juif qui a vraiment, enfin assidique, là, tu sais, avec les papillotes, la totale. Et il me dit, vous êtes Alain Soral. Alors j'étais un peu inquiet parce que bon, je me trouve face à lui dans la rue. Et il me dit, je sais pas comment on dit, je suis lié à la yeshiva du Rav Ron Shaya. Alors, je dis, ah bon? Alors c'est intéressant, Rav Ron Shaya, parce qu'il habitait avenue Florimont, c'est-à-dire la rue où j'habitais à Lausanne. Il a quitté Lausanne pour Israël. Et il me dit, le Rav vous respecte beaucoup.
Je me dis, ah, c'est intéressant. Et il me dit, je vais vous dire quelque chose qu'il m'a demandé de vous transmettre. Dans la numérologie kabbaliste, votre numéro est le même que celui d'Adolf Hitler. Et il m'a dit ça avec un grand sourire, comme si c'était un compliment, tu vois. Et je me suis, et ça m'a, enfin moi ça m'a fait marrer parce que je suis quand même je suis un type qui a quand même, pour ceux qui me connaissent, beaucoup d'humour. Et je raconte cette anecdote, tu vois. Tu vois, ce genre de petit moment vécu où une fois aussi j'étais dans le TGV et puis il y avait je voyais bien que c'était un juif qui était assis. On était sur le carré là comme ça. Et puis, c'était tendu, parce que je voyais bien que c'était sans doute un rabbin. Et à la fin, on se fait tout le voyage. Et puis à la fin, quand on arrive à la gare Montparnasse, il me tend sa carte de visite, qui était d'ailleurs une carte violette et dorée, assez bizarre. Et il dit, voilà, je serais très heureux de dialoguer avec vous. Donc il m'avait reconnu, il savait qui j'étais. Et il me tend sa carte à la fin. Bon, je ne l'ai pas rappelé d'ailleurs, parce que il s'est passé autre chose. Mais j'ai souvent eu des types qui m'envoyaient des messages. Des juifs m'ont envoyé des messages en disant qu'ils aimeraient me rencontrer, m'inviter à dîner, discuter avec moi. Je pense que quelqu'un qui leur tient tête comme moi les intéresse, plutôt que moi, si je pense la pire catégorie, c'est l'antisémite retourné, tu sais. Bah, c'est-à-dire, il y a que ça au RN, tu vois. Et je pense qu'ils sont pas dupes. Je pense qu'ils sont pas dupes. Et il se dit, au moins Soral, il est face à nous, il argumente. Et moi, ce que je dis, c'est que moi, vous ne m'avez jamais soumis, vous les Juifs, vous ne m'avez jamais humilié. Et moi, je me dis, méfiez-vous de ceux qui vous obéissent par soumission et par humiliation, et qui, rappelez-vous ce qui s'est passé en 40, à la faveur de la défaite et de la Révolution nationale, c'est dans les décombres de Rebattet, le nombre de socialistes et qui étaient du côté de Léon Blum, qui se sont rendus à Vichy pour offrir leur service au maréchal, tout ça, pour ceux qui ont une culture historique. C'est d'ailleurs les livres de Simon Epstein que j'ai fait découvrir à Éric Zemmour, parce qu'il faut être israélien pour oser dire ça. Le nombre de types de gauche qui accompagnaient le Front Populaire et Blum, qui ont rejoint Pétain quand ils ont compris qu'on pouvait se les payer, et que, tu sais, ils obéissaient par carriérisme avec un ressentiment. Il se passera sans doute la même chose demain si l'histoire se répète. Je dis, les nolos et les types ou les Becbédé ou j'en connais plein, hein, c'est tous des antisèmes retournés, hein, je te garantis, je les connais tous. Hein. Et je te dis, moi, au moins, le jour où ça va péter, franchement, ils m'ont jamais humilié, moi, ils m'ont jamais soumis, j'ai pas le pantalon sur les pieds. Mais j'en connais d'autres, là, faudra faire gaffe. Ne rêvez pas, ne rêvez pas. Vous risquez d'être surpris comme la dernière fois.